Lucie. Merci beaucoup. Donc effectivement, merci de me donner l'opportunité de parler, de promouvoir ce travail qu'on a fait avec Hugo. Donc vraiment, tout ce que je vais présenter est à la fois dans la continuité de sa présentation, mais c'est vraiment aussi le fruit d'une réflexion commune. Et donc en effet, moi je vais vous parler davantage de la modulation de ces croyances par des traitements, la kétamine et les psychédéliques. Et on va voir ce en quoi ils peuvent rendre peut-être la dépression un peu plus plastique. Alors j'ai un conflit d'intérêt à signaler avec un board, MindMed, qui développe du LSD dans l'anxiété, et sinon des financements. C'est pas directement en rapport avec cette présentation. Alors d'abord, la kétamine et les psychédéliques, on pourrait parler de sorte de double effet qui se coule, puisque on l'a vu à travers ces différentes présentations, il y a à la fois ces effets subjectifs qui sont assez intenses, et puis il y a des propriétés thérapeutiques qui ont été découvertes et qui ont même pu donner lieu à des autorisations de mise sur le marché. Donc la kétamine, pour commencer, donc je vais faire assez vite puisque ça a déjà été dit par Anne. Donc c'est un agent anesthésiant, ça entraîne ces effets dissociatifs qu'on va voir un peu plus dans le détail. Donc avec ces phénomènes de déréalisation, de dépersonnalisation, des modifications perceptives, un sentiment aussi d'euphorie, de détente, donc des effets émotionnels qui sont au cœur de l'effet qu'on en attend aussi dans le traitement de la dépression. Et puis, pour ces raisons, en fait, elle est passée d'un usage médical à un usage récréatif et elle est consommée dans des cadres festifs. Par ailleurs, il y a donc ces effets antidépresseurs qui ont la singularité d'avoir une cinétique extrêmement rapide, ce qui est tout à fait inhabituel pour la psychiatrie. Vous savez que habituellement les antidépresseurs mettent des semaines et des semaines à agir. Et là, vous voyez sur ce graphique qu'on a une réponse à 24 heures après une administration de kétamine, mais cependant, donc elle va persister plusieurs jours. Mais vous voyez qu'au bout d'une semaine, on retrouve à peu près la ligne de base, ce qui fait que l'autorisation de mise sur le marché de l'eskétamine implique à la fois la coprescription avec un antidépresseur et la répétition de ces administrations au cours du temps, sous forme de cure. Alors les psychédéliques, c'est un ensemble de molécules, on l'a vu aussi, qui contient la psilocybine, le LSD, la diméthyltryptamine qui est le principe actif de l'ayahuasca, la mescaline et puis tout un tas d'autres dérivés qui vont avoir des similarités sur le plan de leur structure chimique et qui entraînent également cette expérience qui est souvent qualifiée de transformatrice par les usagers, qu'on peut représenter sous forme de radar plot, ici vous voyez, et qui implique donc des distorsions visuelles qui sont souvent au premier plan. C'est tous ces items en haut en gris que vous voyez avec de l'imagerie visuelle, des modifications dans la perception du temps et de l'espace, une dimension aussi mystique et spirituelle, c'est les items que vous voyez en bas en vert, qui sont aussi une dimension importante de l'expérience. Des effets émotionnels, et puis à l'extrême et à des doses assez importantes, ce qu'on appelle la dissolution de l'ego, c'est-à-dire vraiment la sensation de perdre ses contours, d'être en connexion, en fusion avec son environnement. Cette expérience, on l'a vu aussi, elle est d'une durée qui peut être assez variable. Et Anne a déjà présenté aussi le pattern de réponse thérapeutique après administration de psychédéliques dans un cadre de psychothérapie assistée, avec vraiment cette diminution extrêmement rapide également de la symptomatologie ici dépressive, mais qui, à la différence de la kétamine, peut perdurer des semaines et des semaines et des semaines pour un grand nombre de participants. Et donc on a vraiment ces effets prometteurs dans le champ de la psychiatrie d'avoir des molécules qui agissent rapidement et durablement après une prise dans un contexte de psychothérapie assistée. Alors moi j'aime bien faire des petites vidéos immersives, donc je vous ai préparé 2 petites vidéos pour vous immerger un peu dans les effets de ces substances. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, je suis désolée, voilà, mais vous pouvez fermer les yeux ou vous boucher les oreilles. Donc je vous laisse voir une première vidéo. Extrait de film. Bon, alors le son n'est pas très fort, mais il y avait une musique un peu planante. Donc, premier extrait. Deuxième extrait. Et vous allez voir que c'est un peu différent. On voit le mode d'administration, donc ça spoil un petit peu peut-être ce que c'est, mais j'expliciterai ensuite.
Donc, vous avez peut-être reconnu dans la première vidéo donc les effets de la kétamine, hein, cet effet euphorisant avec le temps un peu ralenti, on est comme ça, voilà, le monde est un peu plus distant. Et dans la deuxième vidéo, donc l'inhalation de DMT qui entraîne ces visions extrêmement intenses. Alors, je sais pas, il y avait un peu des reflets, mais bon, ces patterns géométriques qui apparaissent, espèce de floraison au niveau du plafond. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je trouve ça assez intéressant d'essayer de comprendre d'où ça peut venir, hein, ces effets. Et donc je vais vous proposer de partir vraiment de l'action réceptorielle, puis aller vers le cérébral et puis ensuite le cognitif pour essayer de rendre compte de ces effets sans avoir la prétention vraiment de pouvoir complètement les expliquer. Mais d'abord, on l'a vu, hein, le mécanisme initial de la kétamine et des psychédéliques est assez différent puisque les psychédéliques sont des agonistes du récepteur 5-HT2A de la sérotonine, tandis que la kétamine est un antagoniste des récepteurs glutamatergiques. Donc on peut montrer ces effets, alors ici centré vraiment sur les neurones pyramidaux de la couche 5 que vous voyez en jaune à gauche. Et ce que vous voyez en haut, c'est que donc par l'activation de ces récepteurs 5-HT2A, il va y avoir un relargage glutamatergique qui va ensuite activer ces neurones pyramidaux avec des effets notamment sur la connectivité cérébrale qui ont été bien détaillés par Marc, j'y reviens pas. Et d'autres effets qu'on va avoir plutôt à l'échelle du cerveau, des changements d'oscillation cérébrale, notamment dans les fréquences basses. Et la kétamine, hein, qui agit un peu de la même manière, mais par un mécanisme différent, c'est-à-dire au lieu d'aller activer un récepteur, elle antagonise les récepteurs glutamatergiques, mais sur des neurones inhibiteurs. Donc il y a une sorte de levée d'inhibition qui, elle aussi, conduit à un relargage glutamatergique, qui va à son tour aller activer les neurones pyramidaux. Mais avec une spécificité, c'est que comme la kétamine bloque aussi les récepteurs glutamatergiques en post-synaptique, là, les récepteurs NMDA qui sont ici, vous voyez que il va y avoir oui, ça je l'ai dit. Il va y avoir un changement d'activation d'activation des récepteurs NMDA AMPA en termes de ratio, avec vraiment une augmentation des récepteurs AMPA sur les récepteurs NMDA. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça marchait vraiment à l'échelle moléculaire, très très brièvement, si on regarde l'action cérébrale au niveau des effets perceptifs, ce qu'on a, c'est qu'il y a des changements de connectivité au niveau du thalamus, donc qui joue un rôle de filtre perceptif. Donc en fait, on va neutraliser ce filtre, ce qui fait que les gens vont être assez submergés par des entrées sensorielles. Il y a une augmentation de la connectivité entre les aires cérébrales. Alors cette image est assez connue, mais elle montre donc les petits points autour, ces différentes aires cérébrales, et on voit le lien qu'il y a entre elles sous placebo et sous psilocybine. Et vous voyez de manière assez macroscopique qu'il y a une très forte augmentation de la connectivité entre différentes régions cérébrales sous psilocybine. C'est schématique. Il y a une augmentation de ce qu'on appelle la diversité du signal cérébral. Alors c'est une entité peut-être, enfin je sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est l'idée que le cerveau donc envoie de l'information entre les aires cérébrales, et cette information on peut essayer de la résumer par des patterns électriques qui sont plus ou moins complexes, c'est-à-dire qui vont plus ou moins se répéter dans le temps, qui peuvent plus ou moins être résumés. Et ce qu'on voit sous kétamine et sous psychédélique, c'est qu'il y a vraiment une augmentation de la diversité de ce signal, qui va être plus complexe. On parle aussi parfois d'entropie cérébrale. Et puis vraiment de manière plus prosaïque, hein, il y a des modifications d'activité dans les aires sensorielles, avec vraiment une augmentation sous psychédélique, hein, qui est associée à une amplification perceptive, donc cette sorte de vision un peu en HD. Tandis que s'il y a quelque chose sous kétamine, ce serait plutôt une diminution de cette activité dans les aires sensorielles, et donc qui pourrait rendre compte de cette sensation de distance à la réalité. Alors si on vient maintenant sur l'intégration de l'information, donc pour vraiment aller plutôt au cœur de ce sujet, on a vu qu'il y avait une hyperactivité de ces neurones pyramidaux qui jouent un rôle en fait très important, Hugo l'a bien montré, dans l'intégration de l'information entre les prédictions et les entrées sensorielles. Et donc quand ces neurones s'activent, c'est qu'il y a une coïncidence, c'est-à-dire que comme si la prédiction avait été validée par les entrées sensorielles. Et donc l'hyperactivation artificielle de ces neurones sous psychédéliques et kétamine pourrait expliquer la sensation de coïncidence que les personnes peuvent avoir sous ces substances, ou la sensation d'épiphanie de vraiment souvent une sensation aussi noétique, donc l'impression d'accéder à une réalité plus vraie que vraie, parce qu'il y a cette sensation de coïncidence du fait de cette activité. D'autre part, il y a une diminution de
de ce qu'on appelle la mismatch negativity, qui est une onde cérébrale qui apparaît lorsque il y a une violation des attentes, et en particulier donc s'il y a une séquence de sons qui est répétée et que d'un coup il y a une déviation dans cette séquence, il va y avoir cette onde qui apparaît, et elle est fortement réduite sous kétamine. C'est un peu plus inconstant sous psychédélique, mais une manière de le comprendre, ce serait de dire qu'il y a moins de surprises, donc on est plus ouvert à ce qui peut se passer dans l'environnement. Et puis enfin, ces modifications oscillatoires. Alors c'est un peu compliqué pour moi de vous expliquer ça en quelques minutes, mais l'information transite entre les aires cérébrales au gré de la synchronisation entre les neurones, et donc ça entraîne des patterns d'oscillation qui peuvent avoir différentes fréquences. Et on voit que la psilocybine et la kétamine vont diminuer les oscillations dans les bandes alpha et bêta, qui sont des bandes basses intermédiaires. Avec pour la kétamine, en plus de ça, une augmentation des oscillations dans les hautes fréquences, c'est-à-dire les fréquences gamma. Alors le rôle de ces oscillations dans le traitement de l'information, il est encore assez débattu, mais l'une des idées, c'est que les ondes alpha permettent de sélectionner un peu l'information, notamment au gré de processus attentionnels, et que le gamma serait plutôt porteur de l'information bottom-up. Donc on a un peu l'idée qu'il y aurait moins de sélection attentionnelle sous psilocybine et sous kétamine, mais que sous kétamine il y aurait une espèce d'augmentation des entrées, du bottom-up, avec un effet, alors pas tellement d'augmentation de la sensorialité, mais plutôt un effet d'embouteillage. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations qui vient et qu'au bout d'un moment ça rentre plus dans le système, et que c'est pour ça qu'on est dissocié et décalé de la réalité. Alors si on essaye de faire le lien maintenant avec l'expérience subjective, alors je vais pas revenir puisque j'ai le même exemple qu'Hugo, mais vous voyez que effectivement la perception dépend de nos connaissances antérieures et de nos attentes. Et j'ai un autre exemple, mais qui rejoint un petit peu l'idée que ces deux bus font la même taille, mais que vous voyez bien sûr le bus d'en haut plus grand parce que vos connaissances sur la perspective vous font penser qu'il est plus loin, et que s'il fait la même taille, c'est qu'il est en réalité plus grand. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que si on vient interrompre et casser cette capacité à prédire notre environnement, et ben ça va changer la façon dont on perçoit les objets et leurs caractéristiques vraiment psychophysiques, avec des changements de taille, des changements de perception de couleur, des changements de perception de contours qui eux aussi sont définis par notre connaissance des jeux de lumière. Avec même des illusions de mouvement si on n'arrive plus très bien à se figurer où se situe le contour des objets, et c'est vraiment un phénomène qui est extrêmement fréquent dans l'expérience psychédélique, que de voir les contours mouvants. Et puis des patterns qui peuvent apparaître, patterns géométriques, visuels, que vous avez vu dans la vidéo, et qui pourraient être le résultat d'une perte du filtrage de l'activité automatique et spontanée de nos aires visuelles. Donc en fait, nos aires visuelles, elles sont structurées sous forme de patterns, et on doit filtrer, on doit enlever un certain nombre de bruits qui pourraient ressurgir lorsque on a moins de filtres perceptifs. Le deuxième aspect, et Hugo en a aussi parlé, c'est les changements dans la perception de soi et l'importance de cette prédiction pour se percevoir soi-même et avoir une image corporelle, puisque celle-ci va reposer entre un certain nombre de prédictions et ce retour sensoriel, notamment interoceptif, mais aussi sensoriel extérieur, et l'intégration multimodale d'informations, donc à la fois de la vue, des entrées tactiles, etc., avec des structures cérébrales qui sont impliquées et qui sont impactées par la prise de psychédéliques et de kétamine. Et donc on imagine bien que si là encore on vient perturber ces processus, eh bien il peut y avoir des phénomènes de sortie de corps, d'autoscopie, où perdant ses contours, ne sachant plus exactement où on se situe, on peut avoir l'impression soit de se sortir de soi, soit vraiment de se voir totalement de l'extérieur. Et enfin, le dernier pilier, c'est la question de l'agentivité, donc le fait d'être agent de ses actions, de pouvoir exercer sa volonté dans nos actions. Et là encore, on voit que ça repose sur, et Hugo l'a décrit également, sur une cohérence entre nos prises de décision et l'action qui va être conduite, c'est-à-dire je décide de faire ça et c'est effectivement ça que je fais. Si je me mets à faire des choses que j'avais pas décidées en amont, je peux avoir l'impression que c'est pas vraiment moi qui ai exercé cette action. Et donc, la distinction soi-autre va également reposer sur ce matching. Et si on vient perturber ce matching, un phénomène qui est assez fréquemment décrit, c'est une sorte de perte de contrôle au sens simplement de passivité, donc des pensées automatiques, des visions automatiques qui vont survenir lors des expériences psychédéliques et psychédéliques-like, mais aussi des phénomènes de dépersonnalisation, c'est-à-dire l'impression que c'est plus tellement soi, qu'on est un peu spectateur.
Et on voit à la jonction de ces anomalies de la perception de soi et de l'agentivité ce phénomène de dissolution de l'ego où à la fois on n'existe plus en tant qu'entité physique et à la fois finalement on n'exerce plus tellement notre volonté non plus et on est noyé dans un environnement. Un autre phénomène qui est fréquemment rapporté lors de la prise de psychédéliques à forte dose et qui peut rendre compte de ces trois dimensions de modification prédictive, c'est la rencontre avec des entités qui vont être perçues dans le monde extérieur sous forme d'hallucinations et de visions, donc qui sont liées à des anomalies perceptives. On va avoir des visages dans les plantes, ce genre de choses, et qui vont aussi être liées au fait qu'on va attribuer une intention et on va externaliser une forme d'agentivité dans ces visions, dans ces entités que l'on va rencontrer lors des expériences psychédéliques et qui sont en fait le reflet de nos propres représentations. Alors, les effets antidépresseurs de ça, on peut se demander comment on y arrive. Et donc, je vais aller rapidement parce que pareil, Hugo a bien décrit ça. Donc, dans la dépression, il y a ces prédictions, cette prédominance de ces prédictions à valence négative qui viennent polluer la perception des événements, la biaiser avec cette espèce de brouillard ou de grisaille. La prédominance des prédictions sur les erreurs de prédiction qui va entraîner cette inflexibilité, cette difficulté à mettre à jour les croyances, notamment au gré des informations à valence positive. Donc on reste coincé, enfermé dans ces prédictions, dans ces représentations négatives. Et enfin, la prédominance des signaux interoceptifs qui vont être perçus comme désagréables. Et en effet une balance entre perception du monde extérieur et perception du monde intérieur qui est sans doute perturbée avec une focalisation sur soi, une fermeture vis-à-vis du monde extérieur et ce biais négatif. Et les psychédéliques et la kétamine, ce qui est intéressant, c'est que ils vont avoir le potentiel de modifier ces prédictions et donc de corriger ces prédictions pathologiques en induisant d'ailleurs également un biais positif, et ça a été bien montré dans une étude empirique qu'Hugo a menée il y a 2 ans, publiée il y a 2 ans, où on voit que par leurs effets émotionnels et par leurs effets sur les prédictions, on va pouvoir corriger cette anomalie qui est observée dans la dépression avec la kétamine. Mais on imagine exactement la même chose avec les psychédéliques. Il va y avoir une restauration de la sensibilité aux erreurs de prédiction. Donc il y a par exemple une récupération de la capacité à intégrer de nouvelles informations, des études qui montrent une augmentation de la flexibilité mentale au gré de la prise de psychédéliques et de kétamine. Et puis enfin, alors je dirais que peut-être ça c'est quelque chose qui dépend, qui est différent entre les psychédéliques et la kétamine, mais pour les psychédéliques vraiment une augmentation de la connexion au monde extérieur, on l'a vu avec ces aires sensorielles hyperactivées, et pour la kétamine peut-être dans l'autre sens plutôt une diminution de la sensibilité au monde intérieur, et ça rejoint d'ailleurs les propriétés de la kétamine telle qu'elle avait été développée comme anesthésiant, comme analgésique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces propriétés-là se combinent extrêmement bien avec la psychothérapie, d'où le paradigme de psychothérapie assistée, qui est vraiment le gold standard de l'utilisation des psychédéliques en psychiatrie, avec l'idée qu'on va pouvoir, dans un environnement particulier, mettre à profit cette flexibilité, cette ouverture, cet optimisme, pour pouvoir implémenter chez le sujet de nouvelles prédictions qui vont être plus saines, qui vont être plus positifs, et mettre en place ce qu'on appelle de remedial expectations, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aussi biaiser à l'avenir la perception que le sujet va avoir du monde extérieur et des événements qui lui arrivent. Mais c'est aussi associé à un certain nombre de risques, puisque on voit bien qu'il y a une sorte de perméabilité à ce moment-là, une vulnérabilité dans la manière dont nos représentations sont figées, avec le risque qu'apparaissent de mauvaises prédictions, le risque qu'on soit perméable à cet environnement et que cet environnement puisse vouloir nous mettre à l'intérieur des choses mauvaises, nous influencer, changer nos croyances, etc. Et puis, quand même un risque qui est pas négligeable, qui est celui de la dérégulation du système, c'est-à-dire que on n'arrive plus très bien à stabiliser nos croyances et que ça peut aller vers un certain nombre de manifestations psychiatriques, puisque par exemple dans les troubles psychotiques, il y a aussi des anomalies de ce système de prédiction, qui donc pourraient être occasionnées lors de la prise de psychédéliques ou de kétamine qui se passe mal.
Alors je vais essayer de revenir à l'implémentation vraiment physique de ces changements-là, parce que là on a parlé de tout ce qui se passait au niveau cognitif, intellectuel, phénoménologique, et rebondir aussi sur la présentation de Marc, donc qui a bien montré, en tout cas, enfin, on peut revenir sur le concept que la dépression et le stress diminuent le nombre d'épidendritiques, que les antidépresseurs et les psychédéliques les restaurent de manière assez claire maintenant dans la littérature, et que cette restauration joue un rôle important dans la correction des symptômes dépressifs, mais aussi peut-être de TOC à court et à long terme. Et j'aimerais faire un focus sur une étude que j'ai trouvée très intéressante et qui essaye de faire le lien entre ces changements de plasticité et des comportements qui sont assez cruciaux pour nous, qui sont les comportements sociaux, et qui introduit un autre concept qui est un concept de métaplasticité. Alors, je vais vous présenter le paradigme, c'est chez la souris. Donc l'idée c'est que y a des souris qui sont dans une cage, qu'ensuite on les met dans un environnement où elles ont le choix de se balader entre une zone beige et une zone bleue. On les remet dans une autre cage avec donc toujours avec les copains copines avec un fond bleu. Ensuite, on les met toutes seules avec un fond beige, et puis après, elles ont le choix d'aller donc on les remet dans la cage d'avant, et elles ont le choix d'aller du côté bleu, du côté beige, et on voit qu'elles passent plus de temps du côté beige, du côté bleu, pardon, du côté beige si elles sont vraiment très misanthropes, mais du côté bleu sinon. Et c'est un phénomène, ce phénomène de préférence pour l'endroit où il y a eu des interactions sociales, il change avec l'âge. Plutôt la capacité à conditionner les souris à ça change avec l'âge, elle est très forte chez les souris qui sont jeunes, et puis avec l'âge, c'est moins le cas. Ce qu'on voit aussi chez l'humain, quand on est étudiant, on est hyper sociable, et puis quand on vieillit, on est bien dans sa maison tranquille, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les psychédéliques modifient ça, c'est-à-dire réouvrent la possibilité d'un conditionnement à la préférence sociale, même chez les souris vieilles. Ce qu'on voit ici. Donc ça, c'est quand elles préfèrent vraiment le bleu. Ensuite, moi, je préfère un peu moins. Et puis on voit qu'après administration de psilocybine, même à distance, je parle pas des effets aigus, elles repréfèrent le bleu. Et ça a été montré avec la psilocybine, le LSD, la kétamine et l'ibogaïne. Et on peut regarder combien de temps ça dure, cette préférence-là, et combien de temps ça conditionne les souris à cette préférence sociale. Et ce qu'on montre, alors c'est un schéma qui est un peu, c'est un Nature, donc ils ont fait des beaux schémas synthétiques, mais ce que suggèrent ces auteurs, c'est que cette durée de réouverture à la flexibilité pour aller vers la socialité, elle est proportionnelle à la durée des effets de l'expérience psychédélique. Et que quelque part, cette expérience psychédélique qui met en jeu tous ces mécanismes dont on a parlé, son intensité et la profondeur de ces changements cérébraux va conditionner la durée des effets thérapeutiques, si on fait une analogie un peu lointaine, de ces substances. Et évidemment, ils ont regardé les corrélats cérébraux, parce que c'est pas juste du comportement. Donc il y a un phénomène qui est que quand on met de l'ocytocine sur des neurones, ça diminue leur fréquence de burst quand ils sont plus flexibles. Et ce qu'on peut regarder, donc la corrélation entre cet effet-là qui représente la plasticité et les différentes, selon que les souris ont reçu préalablement différents produits, on peut regarder la durée aussi de ces effets, et il montre une corrélation entre la durée de ces effets, c'est-à-dire encore une fois la durée pendant laquelle on peut être plastique et on peut être conditionné. Donc c'est la métaplasticité, puisque c'est la plasticité de la plasticité en fonction des substances. Donc on fait le lien comme ça entre la connectivité cérébrale, la plasticité et des effets comportementaux qui ont des vertus potentiellement thérapeutiques. C'est ma conclusion. Donc on a vu que les psychédéliques et la kétamine sont des puissants neuromodulateurs qui perturbent l'équilibre entre les entrées sensorielles et les a priori, qui entraînent cette expérience subjective intense et qui ont ces propriétés antidépressives. Et puis, on a vu qu'ils augmentaient la plasticité à différents niveaux, neuronal, cérébral, cognitif, phénoménologique, avec donc ce risque, le risque de nous perdre dans cette dérégulation, dans cette plasticité à outrance, mais aussi vraiment l'opportunité de faire de la psychothérapie augmentée et de permettre aux personnes de bénéficier de cette plasticité pour récupérer de leurs prédictions pathologiques et pouvoir repartir sur des attentes qui sont plus saines et plus optimistes. Je vous remercie pour votre attention.